Salut les érudits noirs, c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Pour celles ou ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de faire connaître la science noire et les savants noirs. À travers cette chaîne, nous donnons au génie noir la place qu'il mérite et au peuple noir la fierté qui lui revient. Ici, nous parlons de la science noire et des savants noirs, aussi dans le but de nous rappeler de notre grandeur et de notre potentiel. Ayons toujours en esprit que le génie noir a laissé et continue de laisser son empreinte dans tous les aspects de nos vies. Dans cette vidéo, un tout petit peu plus longue que les vidéos habituelles, nous allons parler du lourd, du très lourd. Nous allons parler d'un homme, d'un savant noir qui a révolutionné la médecine et même l'existence humaine. C'est un homme qui a percé le mystère du précieux liquide que nous appelons sang et a changé la face du monde à tout jamais. Laisse-moi te présenter le docteur Charles Richard Drew. Pour Charles Drew, un gamin noir né aux États-Unis en 1904, il y avait des milliers d'obstacles à franchir. C'était une époque où l'esclavage remontait juste à votre père ou à votre grand-père. Les Américains noirs étaient quotidiennement bafoués de l'égalité des chances promises par la Constitution. Même le droit de vote était soumis au veto des actions blanches. Les armes du pouvoir raciste et les flambeaux du Ku Klux Klan ont continué à changer les Noirs et leur imposer des vies de pauvreté et d'impuissance. Pour des dizaines de milliers de Noirs, le voyage vers une liberté trompeuse avait commencé à la fin de la guerre civile. Au lieu de la liberté, ils ont trouvé la cruelle invention appelée Jim Crow. Ils ont été séparés de leurs concitoyens blancs de la naissance à la mort et des écoles et des hôpitaux. Pour les Noirs américains, les obstacles liés au fait d'être dans des écoles inférieures accompagnés des livres obsolètes ont dû être péniblement levés. Les écoles des Blancs étaient séparées de celles des Noirs, mais dites entre guillemets égales. Alors que Charles Drew passait son temps à franchir les barricades, il savait très bien que séparé mais égal signifiait en effet séparé et inégal. La plupart des Noirs américains se rappelaient chaque jour de leur vie qu'ils étaient considérés par la société comme de seconde classe. Mais Charles Drew avait des rêves plein la tête. Alors même que son corps de jeune garçon commençait à s'étirer, à s'épaissir pour devenir un bon athlète, il commença à mesurer les obstacles qu'il aurait à franchir s'il essayait de devenir médecin. Comme je l'ai souvent dit ici, la société civilisée considère que le noir n'est bon qu'à exceller dans la musique, le divertissement ou le sport. Pour Charles Drew, l'athlétisme était à la fois un défi, une excellente occasion de compétir et d'exceller. Quand il a obtenu son diplôme, ses notes étaient suffisamment bonnes pour se faire accepter à l'Amherst College dans le Massachusetts. Amherst se souvient encore des épopées de Drew précédant son diplôme en 1926. Drew ignorait ce que signifie deuxième meilleur. Il était le plus méritant dans 5 sports, talentueux au football et également, pourrait-on dire, un érudit. Charles Drew s'attaquait après alors vers son dernier obstacle, l'école de médecine. En 1926, la plupart des Noirs américains n'osaient pas rêver d'écoles professionnelles. Des quotas raciaux des écoles noires inférieures construisaient des murs dans les têtes des Noirs. Même la mère enseignante de Charles Drew qui souhaitait épargner à son fils une terrible déception l'avait averti: « Charlie, ne rêve pas trop ». Mais Drew considérait les obstacles comme un défi et maintenant il utilisait sa capacité mentale d'athlète pour rendre possible la carrière médicale qu'il était déterminé à avoir. Il avait choisi l'université McGill à Montréal, au Canada, une école reconnue pour son excellente formation médicale et sa réputation d'équité envers les étudiants noirs. Cet étudiant en médecine noire était à la jonction de la prouesse physique et l'accomplissement intellectuel. Drew excellait dans l'apprentissage tout en s'imposant sur le terrain de jeu à McGill. C'est à McGill que l'intérêt de Drew pour l'étude de sang s'est éveillé. Ce fluide mystérieux qui nourrit la vie avait 1000 secrets, mais tous les corps des hommes sur lesquels il apprenait partageaient un sang commun. La race d'aucun homme n'était d'aucune façon liée au liquide merveilleux qui était pompé régulièrement du cœur. À l'hôpital général de Montréal, en tant qu'interne, Charles était souvent appelé à faire des transfusions sanguines.
Trop souvent, il avait été témoin des résultats tragiques et des techniques grossières utilisées pour faire passer le sang d'un être humain à un autre. Des vies s'échappaient alors que les médecins effrénés couraient derrière l'horloge, testant le sang du patient, puis à la recherche d'un donneur dont le sang pouvait correspondre au type du patient, examinant des échantillons de sang au microscope, juste le temps en fait pour que le patient décède. Charles Drew a décidé que des moyens devaient être trouvés pour sauver ses vies grâce au stockage de sang, et les années de sa résidence à Montréal ont été passées à essayer d'élucider ce mystère, le mystère du stockage de sang. En 1936, la recherche pure effectuée par un médecin noir était juste impensable. Le Dr Drew s'est battu pour résoudre l'énigme du sang stocké. Les données étaient accumulées avec minutie des animaux de laboratoire transfusés. Les mois angoissants d'observation ont finalement mené à des progrès. Le Dr Drew a présenté au Dr Scudder une proposition révolutionnaire et pour la première fois, les chirurgiens et les scientifiques pouvaient combiner leurs talents et gérer une banque de sang expérimentale pour des patients humains. Scudder devait être conseiller des expériences de laboratoire et le jeune chirurgien noir de Howard, le Dr Drew, était finalement nommé directeur médical de l'ensemble du projet. La première banque de sang établie fut le modèle pour toutes les banques de sang suivantes. Un patient recevait un don de sang et était tenu de le rembourser quelque temps plus tard. Une pinte devrait être remboursée par 2 pintes un peu de temps après. Une pinte, c'est à peu près l'équivalent d'un demi-litre de sang. L'équipe travaillait 24 heures sur 24, enregistrant, testant et évaluant les mesures de sécurité et les techniques de stockage. Au milieu de l'année 1939, le dernier été paisible avant la Seconde Guerre mondiale, l'équipe de Drew avait effectué une centaine de transfusions sans décès dues à un sang contaminé, mal conservé ou à une incompatibilité. Bien que la mort fût trompée, les transfusions continuent à provoquer des réactions violentes chez les patients. Pour trouver la clé libérant de la douleur, Charles Drew commença une exploration dans le monde mystérieux du plasma. Pour comprendre ce voyage, il faut examiner une seule goutte de sang. Elle est composée de 4 éléments principaux: les globules blancs qui peuvent combattre les bactéries, les globules rouges qui transportent l'oxygène des poumons, les plaquettes qui jouent un rôle essentiel dans la coagulation et le plasma liquide qui suspend les cellules sanguines. C'est ce fluide que Charles commença à étudier. Pour la première fois, des expériences contrôlées ont été lancées pour déterminer l'efficacité des transfusions de plasma seules. Le plasma contient toutes les substances présentes dans le sang à l'exception des cellules. Charles se demanda s'il avait finalement trouvé la clé. À la fin de l'été, Charles et Scudder conduisaient leur équipe vers des réponses absolument claires et véridiques. Le 1er septembre 1939, des bombes d'avions allemands ont commencé à faire tomber la mort au-dessus du peuple polonais. La guerre totale a éclaté à travers l'Europe et tout le continent saignait. À New York, un demi-monde plus loin, Charles a établi une méthode pour sauver les blessés. Le plasma pouvait sauver. Il avait prouvé que le plasma pouvait être conservé sans réfrigération, prouvé que le plasma pouvait être transfusé immédiatement sans la terrible perte de temps pour le prélèvement et l'appariement, prouvé qu'en cas de choc, de brûlure et d'hémorragie, les globules rouges n'étaient pas la partie du sang la plus nécessaire pour la récupération. À ce moment critique où le sang engloutissait l'Europe, un chirurgien noir avait ouvert la porte qui devait sauver la vie de millions de personnes. Ce n'est que lorsque l'armée de l'air nazie s'est jetée sur les maisons et les usines d'Angleterre que le plasma de Charles Drew a commencé sa mission de miséricorde. Blood for Britain a été lancé et Charles Drew a été nommé directeur général du programme, exigeant les réglementations les plus strictes pour la préparation du précieux plasma. Il fit transporter sa première cargaison en Grande-Bretagne en octobre 1940. En février 1941, la Grande-Bretagne avait adopté les techniques de Charles Drew et lancé avec succès son propre programme de banque de sang. L'Amérique se souleva pour construire les avions, des canons et des navires nécessaires pour défendre à la fois l'Angleterre et son propre territoire. Dans la lutte titanesque pour la survie qui semblait imminente, l'Amérique avait besoin de sang aussi bien que d'acier.
1 million de pintes, l'équivalent de 560 000 litres de plasma sanguin, devaient être collectés et préparés. À 37 ans, Charles Drew fut nommé directeur médical du plus grand programme de transfusion sanguine de l'histoire. Des équipes de techniciens ont dû être recrutées et formées. Des banques de sang sur tout le continent ont été construites et dotées de personnel. Des normes précises établies et appliquées. Charles Drew lutta pour donner naissance au programme, appréhendant le moment où la guerre viendra en Amérique. Le dimanche 7 décembre 1941, les bombes japonaises brisent la paix des troupes américaines sur Pearl Harbor. Sur 100 hommes blessés ayant reçu des transfusions de plasma, 96 furent rétablis. Cependant, Charles Drew constata que la Croix-Rouge américaine, désireuse de trouver des donneurs pour les millions de litres de sang nécessaires, a permis au dispositif Jim Crow de pénétrer fortement dans les centres de collecte. Les ordres de l'armée et de la marine exigeaient que le sang des blancs et des noirs soit séparé. Les soldats noirs, les marins et les aviateurs se battaient et mouraient sur tous les champs de bataille pour sauver la démocratie américaine, mais le sang des hommes noirs était séparé dans le programme de sang américain. Les donneurs noirs, désireux de contribuer au programme de sauvetage, étaient découragés par les centres de collecte ou tout simplement brutalement rejetés. Charles Drew, tellement furax, convoqua la presse et publia une déclaration dans laquelle il exprima clairement son dédain pour l'ordonnance de séparation de sang. En tant que directeur médical du programme national du sang, on m'a demandé mon avis, dit-il, sur la pratique de séparation du sang des donneurs caucasiens, des blancs et des noirs. En tant que directeur médical du programme national du sang, on m'a demandé mon avis sur la pratique de séparation du sang des donneurs caucasiens et des noirs. Mon opinion n'est pas importante. Le fait est que, dit-il, le test par race ne résiste pas au laboratoire. Autrement dit, blancs et noirs devraient être prélevés de la même façon. En 1941, l'Amérique n'était pas encore prête à examiner son propre racisme. Lorsque l'armée des États-Unis a repris le programme de la banque de sang un mois après la conférence de presse de Charles Drew, il a été libéré, autrement dit remercié. Le Dr Drew est retourné à la Howard University pour reprendre son enseignement. Il ne pourra jamais y avoir un moyen de dénombrer les hommes et les femmes et enfants dont la vie a été épargnée parce que ce savant noir avait décidé d'escalader le mur de la barrière raciale aux États-Unis, encore présent aujourd'hui. Toutes les 6 secondes aux États-Unis, dans ce pays seul, un demi-litre de sang est utilisé pour la transfusion. La contribution du Dr Drew dans le domaine du plasma sanguin et de la médecine est tout simplement phénoménale. Son travail, méconnu aussi en tant que professeur de chirurgie à l'université de Howard, peut aussi être un héritage tout aussi important pour nous. Le dévouement du Dr Drew a inspiré une génération de médecins noirs qui ont étudié sous ses ordres pour se diriger vers l'excellence de toute une vie. En avril 1950, alors qu'il se rendait à une conférence médicale à Tuskegee dans l'Alabama, la voiture de Drew s'est renversée dans un accident en Caroline du Nord. Saignant sévèrement, il a été transporté à l'hôpital le plus proche, qui est un hôpital entre guillemets de blanc et isolé. Mais même le plasma qu'il a longtemps étudié n'a pas pu le sauver. À l'âge de 46 ans, le Dr Charles Drew est décédé. Il est tragique de noter que Charles Drew est justement décédé quelques mois seulement avant que la Croix-Rouge ne laisse tomber derrière elle les dernières traces de son programme de séparation de sang entre blancs et noirs. On ne saura jamais quelle autre merveille ce remarquable homme noir aurait encore pu nous offrir dans la lutte contre les maladies. Comme souvent, les génies noirs ne rayonnent pas de la même splendeur qu'aurait été celle de leurs homologues blancs pour des réalisations moins spectaculaires. C'est à nous, dont toi qui suis cette vidéo, d'impacter les consciences et de servir d'inspiration au plus grand nombre. Alors, cher érudit noir, si tu as aimé cette vidéo, like-la et surtout partage-la et abonne-toi. Cela permettra à YouTube de savoir que ce contenu est important et qu'il t'apporte de la valeur. Sur ce, que la félicité t'accompagne et soit légendaire. Ciao!